va maintenant accueillir le docteur Étienne Lefebvre, qui travaille donc dans le service de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière. Merci. Il faut qu'on mette sur... Ah oui, c'est pour ça que ça s'était éteint. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de venir vous parler aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de vous présenter le traitement chirurgical des pathologies hypothalamo-hypophysaires, topo que vous avez dû entendre de nombreuses fois le long de votre carrière. Et je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. Et j'ai pris le parti de tout de même vous parler un petit peu d'anatomie, mais je vous promets d'être bref. Et ensuite, de vous parler de nos abords chirurgicaux et surtout, l'endocrinologie, elle a évolué, mais nous, même si on n'a pas l'air, nous aussi, on a évolué. La chirurgie, elle a changé sur les 100 dernières années et même sur les 20 dernières années. Donc, je vais vous parler un peu de pathologies les plus fréquentes, surtout les adénomes hypophysaires et les crâniopharaingiomes, et aussi des abords qu'on utilise. Alors, quelques mots d'anatomie très rapides, parce que finalement, vous la connaissez, mais il y a une partie de l'anatomie qui nous intéresse particulièrement, c'est au-dessus de cette hypophyse. Je ne vois pas très bien mon petit stylet, mais c'est pas grave. Au-dessus de cette hypophyse, vous avez un petit repli de Durmer qu'on a mis dont on a mis de nombreuses années à comprendre la composition de ce diaphragme. Est-ce que c'était de l'arachnoïde? Est-ce que c'était de la méninge? Pourquoi c'est plus fin que la méninge? En fait, c'est un feuillet de Durmer. Ce n'est pas une Durmer complète, c'est un des deux feuillets de la Durmer. Et nous ne sommes pas tous égaux face au diaphragme. On aime bien dire qu'il y avait un trou dans le diaphragme et que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Souvent, c'est faux, souvent on le fait. Mais en fait, on n'a pas tous un diaphragme complet et parfois, il est ouvert. Dans la vie de tous les jours, ça ne change rien. Mais au cours d'une chirurgie de l'hypophyse, ça peut entraîner des fuites. D'autres choses intéressantes, ce sont les petites artères que vous voyez naître de l'artère carotide interne, qui sont les artères hypophysaires supérieures, que vous connaissez aussi parce qu'elles font partie du circuit antéhypophysaire, elles sont en lien avec le circuit porte. Mais en fait, quand on va travailler dans cette région, au-dessus du diaphragme, on va se confronter à ces petites branches, à ces fins cheveux, qui ne servent pas que à l'hypophyse, mais qui servent aussi à la vascularisation du chiasma, des voies optiques, et qui peuvent être, quand elles sont abîmées, avoir des conséquences visuelles très importantes. Alors, je vais m'arrêter là pour l'anatomie. Je vais vous parler juste de deux petits détails que nous, on aime bien sortir en staff pour vous dire que c'est un cas plutôt chirurgical, plutôt pas chirurgical. Ça, vous pouvez regarder sur les IRM quand on a des sinus phénoïdaux qui sont favorables ou pas à la chirurgie. Dans la version de droite, la forme cellaire, le sinus phénoïdal, il est très aérien. C'est très facile d'accéder par une voie endonasale à des adénomes dans cette situation. Et quand on va dans la situation extrême à gauche, c'est ce qu'on appelle les sinus concha, eh bien, on peut y aller, mais on n'aime pas trop parce qu'il va falloir tailler notre chemin au milieu de l'os et avec de nombreuses difficultés. Une autre variante d'anatomie qu'on utilise souvent pour décrire certaines pathologies, quand par exemple on veut accéder, donc je vais y aller avec les doigts puisque le pointeur ne veut pas, si on veut accéder à une pathologie de la tige pituitaire et qu'on va vous parler de voie haute, de voie transcrânienne ou de voie endonasale, la position du chiasma par rapport à la tige pituitaire, elle va avoir un intérêt majeur sur l'accessibilité aux lésions. Ce qu'on appelle un chiasma préfixé, c'est quand les nerfs optiques sont extrêmement courts, le chiasma est très en avant, et donc on n'a quasiment aucune chance d'aller voir la tige pituitaire, d'aller voir la région sous-chiasmatique en passant par voie haute, par voie transcrânienne, parce qu'on n'a pas la place. On va devoir mobiliser les nerfs optiques, ce qui est très peu conseillé, et ça représente comme ça, sur une IRM, on voit cette espèce d'ovale à 45 degrés, qui est le chiasma coupé en deux, qui est en avant de la tige, et c'est ce qu'on appelle les chiasmas préfixés. Quand les nerfs optiques sont très longs, en bas à droite, eh bien on est à un meilleur jour et on peut le deviner sur l'IRM en avant. Voilà pour l'anatomie. Promis. Alors, ensuite, comment on aborde cette région? Et je ne vous ai pas parlé pour rien du diaphragme, mais je ne vous ai pas parlé pour rien de ces sinus. Comment on aborde la région? Parce que la région hypothalamo-hypophysaire, là vous avez une grosse tumeur qui soulève le chiasma et il y a de multiples voies d'abord qui ont été décrites. Des voies d'abord endonasales, des voies d'abord sous le lobe frontal, des voies d'abord ptérionales, transsylviennes, transcorticales, transcalleuses. Et alors tout ça c'est possible. Et comment on choisit? Comment on va considérer que telle pathologie doit être abordée par telle voie d'abord? C'est important qu'on en parle entre nous et avec vous pour
prendre les décisions adéquates pour chaque malade. Là, je vous mets un monsieur dont vous connaissez le nom et dont vous le prononcez souvent. C'est un neurochirurgien de Johns Hopkins. Et c'est lui qui nous a un petit peu débroussaillé le chemin, qui nous a ouvert la voie de la voie transphénoïdale. C'est une photo de lui avec son patient, qu'il aimait appeler son patient préféré, qu'il a opéré 2 fois d'une tumeur somatotrope, comme vous l'imaginez, qui est mort après sa 2e chirurgie. Et il a démarré, c'est pas le premier à en avoir fait, mais c'est le premier à avoir fait une chirurgie transphénoïdale sans tuer un malade. Et il en a fait 200 entre 1910 et 1929. Les malades mouraient souvent après ces interventions parce qu'on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Et il a même fini par abandonner en 1929 définitivement la voie transphénoïdale en disant qu'elle était trop dangereuse et il s'est mis à opérer tous les adénomes par voie transcrânienne parce qu'elle était plus sécurisante, plus connue, mieux maîtrisée et avec des incisions, vous voyez, dans le front. Hein, ça, c'est les malades de Harvey-Cushing qui arrivaient à avoir des exérèses d'adénome hypophysaire par voie transcrânienne qui étaient moins dangereuses encore à l'époque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on coupe encore le front des gens pour y aller? Évidemment que non. Ça, c'était son article Princeps. C'est un dessin de lui au bloc opératoire avec une lampe sur le front, une incision dans les gencives, des internes qui tirent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de voir jusqu'au fond. Et vous imaginez qu'on peut avoir des petites déroutes opératoires entre là et là quand on n'a qu'une lampe sur le front et pas de lunettes. Au fil du temps, on a fait rentrer au bloc opératoire des spéculums, des microscopes opératoires. On les a opérés par voie sous-muqueuse nasale. Et aujourd'hui, c'est magnifique, avec une petite caméra par le nez, plus de cicatrices. On arrive au contact directement de ce fameux sinus phénoïdal pour enlever les adénomes hypophysaires. Ça, vous le savez, on les opère aujourd'hui quasiment tous par voie endoscopique endonasale, en tout cas pour les adénomes qui ne sont pas géants et invasifs. Alors, ça, c'est Walter Dandy, donc voilà, 1920, c'est l'élève et le collègue de Harvey-Cushing qui a développé tous les abords transcrâniens. Ça, c'est sa voie d'abord pour la région hypothalamo-hypophysaire. Vous reconnaissez ici le nerf optique et la tumeur qu'il essaye d'enlever. La suite de l'histoire, c'est que on a réalisé qu'on n'avait peut-être pas besoin de toute la partie que je vous ai coloriée en rouge et qu'on n'utilisait que la petite partie en vert pour accéder à l'hypophyse. Ça, c'est un neurochirurgien allemand qui, à la fin des années 90, Dr Perneczky, nous a introduit le concept du keyhole, qui est un peu général à la neurochirurgie, pas que à la chirurgie de la région, mais qui essaie de nous montrer que quand on travaille dans une région assez lointaine, là, le mur du fond de cette chambre, un trou de serrure suffit. Si pour autant on décale notre point de vue, on pourrait voir le lit en entier ou la fenêtre en entier. On n'a pas besoin de faire une très grande ouverture si on travaille loin de notre ouverture. Comment ça se traduit en chirurgie crânienne? Eh bien, pour aller travailler l'hypophyse, quand on doit faire une voie transcrânienne, on n'a pas besoin d'ouvrir toute la boîte crânienne comme Walter Dandy. On peut travailler dans un petit volet pour autant qu'on ait un microscope et qu'on accepte de le bouger sans arrêt pour aller chercher les différentes faces de la pathologie qu'on veut traiter. Alors c'est comme ça qu'on est passé du volet de Walter Dandy qui prenait la moitié de la tête à celui de Yazar Gil, un neurochirurgien suisse qui a introduit le microscope opératoire dans les années 70 au bloc opératoire, à celui de Perneczky qui disait que finalement, mais même ce volet-là, on n'avait besoin que de cette partie et qu'on pouvait même l'attraper par une voie transsourcilière avec juste une petite incision dans le sourcil. Est-ce que tout ça, ça sert qu'à mesurer, à ce que les chirurgiens mesurent la taille de leurs cicatrices entre eux? Bien sûr que non. En fait, moins les abords sont invasifs, mieux se portent les patients. Avoir des plus petits abords, ça permet de ne pas tirer sur le cerveau. Si on fait une grande ouverture et qu'on veut changer d'axe pour aller travailler une structure en profondeur, on va tirer sur le cerveau. On sait que ça a des conséquences pour les malades, alors que ce n'est pas la région qu'on était venu opérer. Alors vous allez me dire, si on peut changer d'axe, on voit des angles morts. Mais on a aussi changé d'outil. On n'est pas obligé de travailler dans le même axe. On n'est pas obligé de mettre en opposition microscopie et endoscopie. Aujourd'hui, on peut faire de la microchirurgie, donc avec un microscope. Et lorsqu'on n'a plus d'angle de vue et qu'on veut travailler par là, on n'est pas obligé d'agrandir l'ouverture, de tirer sur le cerveau. On peut introduire des endoscopes dans nos cavités opératoires pour aller accéder à des zones qui ne sont pas visibles dans l'angle de travail. Pour cela, les endoscopes, ceux qu'on utilise le plus souvent, ce sont ceux-là, les 0 degrés qui regardent en face, qui déjà avec un grand angle nous donnent une vision des choses qu'on ne voit pas en microscope.
Et avec des angulés à 30 voire 70 degrés, ça nous donne vraiment une vision presque à 360 autour de nous. Alors ça a l'air génial, mais ça a des inconvénients, la voie transfrontale, la sous-frontale. Quand on passe par voie transcrânienne, là je vous ai mis un méningiome du tubercule cellaire, donc c'est à peu près la même région, un tout petit peu plus en avant qu'un adéno-hypophysaire. Si on passe par voie transcrânienne et qu'on arrive sur le côté, pour aller retirer ces tumeurs, il va falloir qu'on traverse un plan constitué de nerfs et de vaisseaux, les artères carotides et les nerfs optiques, et on va devoir aller travailler dans des angles morts. Même si on a les outils, vous vous doutez bien que d'arriver par la ligne médiane par en dessous, c'est quand même autrement plus confortable et moins dangereux. Alors, maintenant qu'on a fait le tour des abords qui sont à notre disposition, comment on va les choisir pour les différentes pathologies dont je voulais vous parler? Eh bien, aujourd'hui, pour le macroadénome hypophysaire standard, il n'y a plus vraiment de débat. Les macroadénomes hypophysaires, ces grosses tumeurs qui peuvent parfois envahir les sinus caverneux sur les côtés, qu'on opère le plus souvent parce qu'ils sont compressifs sur les voies visuelles au-dessus, ou parfois parce qu'ils sécrètent des hormones. Le moyen le plus simple d'y accéder, le moyen le moins dangereux et où on a le moins besoin de traverser les structures neurovasculaires, c'est d'aller mettre une caméra dans le nez et d'aller ouvrir le sinus phénoïdal pour gratter la tumeur au maximum. La chirurgie elle consiste à ouvrir la paroi antérieure du sinus phénoïdal, la selle turcique qui est aussi osseuse, puis ouvrir la méninge qui est un feuillet de Durmer pour accéder ensuite à notre tumeur. Donc voilà comment ça se passe. Sinus phénoïdal ouvert, selle turcique ouverte, Durmer ouverte, et à l'aide de diverses curettes, aspirations, on va gratter l'adénome hypophysaire, qui est une tumeur relativement molle, friable, qui vient assez facilement. Et on va aller le gratter, morceau par morceau, à la partie basse. Sur les parties latérales, là c'est une coupe axiale, où est les sinus caverneux, eh bien, on va les gratter le long des sinus caverneux. Il y a une face médiane de sinus caverneux. Pour ceux qui connaissent ce débat dans la littérature, y a-t-il ou non une face médiane de sinus caverneux qui expliquerait pourquoi les adénomes envahissent les sinus caverneux mais ne les dépassent pas? Il y a une face médiane, elle est plus fragile mais elle existe. On va gratter le long de ces faces médianes, on va gratter au fond le long du dorsum scellé. Là, je vous ai mis une très courte vidéo pour vous montrer un peu l'aspect que ça a quand on ouvre la Durmer, que vous vous rendiez compte, on mélangeait de sang bien sûr, hein, la chirurgie c'est pas comme sur les dessins, c'est souvent un peu moins dénué de sang, mais vous voyez qu'avec une curette, là c'est un très volumineux adénome, donc on prend pas vraiment de pincette, et vous voyez que ça sort de manière assez facile finalement. Avec une aspiration, on peut aspirer des fragments très facilement. Ce qui va compter, c'est ensuite qu'est-ce qu'on va faire en profondeur. Comment en profondeur on aura retiré les parties latérales, les parties inférieures, on va les gratter jusqu'à la partie postérieure de la selle. Et alors, ensuite, il va falloir enlever cette partie, la partie haute qu'on ne voit pas quand on passe par la transfénoïdale, la partie que M. Cushing ne voyait pas avec sa lampe sur le front. Nous, avec nos endoscopes, quand ils sont angulés, ça nous permet d'aller voir là-haut. On n'est plus obligé d'aller mettre des coups de curette à l'aveugle, parce que ces coups de curette à l'aveugle, ils peuvent provoquer ça. Quand on enlève le dernier morceau, quand on va gratter vers le haut, il y a ce petit diaphragme, cette petite membrane qui est parfois fragile et parfois qui était ouverte avant qu'on arrive, et qui peut céder et qui peut laisser passer le liquide céphalorachidien. Donc on a des manœuvres. On peut demander à nos collègues anesthésistes de faire du Valsalva avec leur respirateur. Ça augmente la pression intracrânienne, ça fait baisser le diaphragme cellaire et il vient nous voir en face de nous. On peut mettre des endoscopes coudés, angulés, avec divers outils, éviter cette brèche. Alors cette brèche, elle arrive, vous le savez si vous en avez dans vos services, hein, personne n'a jamais de brèche. Quand on a une brèche, c'est souvent pas grave, les conséquences elles sont pas si importantes, c'est le périopératoire qui change. Une brèche c'est dangereux si elle n'est pas réparée, donc au moindre doute on les répare. Alors il y a diverses techniques, là sur ce dessin on remplit la selle de graisse. Selon les équipes, hein, on prend souvent un fragment de fascia lata au niveau de la cuisse, donc un bout d'aponévrose qu'on met au contact du diaphragme, et ensuite selon les écoles, ce qui compte c'est surtout d'avoir un tissu biologique, j'oublie toujours que j'ai pas mon pointeur, d'avoir un tissu biologique qui va aider à cicatriser sur ce diaphragme, d'avoir un contre-appui, ici c'est un taquet osseux, on peut mettre des produits synthétiques aussi qui empêchent tout ce qu'on essaie de fabriquer de retomber, et ensuite, alors on peut mettre de la graisse, on peut mettre des sondes de Foley, etc. dans le sinus sphénoïdal, le principe est le même, c'est d'empêcher le tout de se casser la figure et de retomber dans le nez.
Alors, qu'est-ce qui est différent pour les micro-adénomes hypophysaires? Les micro-adénomes hypophysaires, c'est exactement la même chirurgie jusqu'à ce qu'on ouvre la dure-mère. Sauf que quand on arrive à notre dure-mère et qu'on l'ouvre, eh bien, on tombe sur une antéhypophyse qui parfois est saine. Quand vous voyez un adénome hypophysaire sur l'IRM, il n'est pas toujours pile en face et parfois il faut traverser l'hypophyse. L'hypophyse, elle a un petit aspect orangé, rosâtre, parfois un peu jaune chamois, mais les adénomes sont toujours un peu plus jaunes. Donc on est parfois obligé de traverser l'hypophyse pour aller trouver un adénome qui, alors dans ce cas exceptionnellement agréable, a une pseudo-capsule. On peut en faire le tour avec divers outils et l'enlever en monobloc et c'est merveilleux. Les gens sont tous guéris, vous savez que c'est pas vrai, parce que certains adénomes sont très ronds, ont une bonne préhension, une sorte de capsule autour, et d'autres sont beaucoup plus dispersés. Même ceux qui parfois ressemblent à un petit nodule sur l'IRM sont en fait des maladies plus diffuses de l'hypophyse. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs et de chirurgiens recommande les exéreses supramarginales, surtout dans les maladies où le jeu en vaut la chandelle. Pour les maladies de Cushing, par exemple, une fois qu'on a retiré entièrement l'adénome, on sait que en faisant des biopsies du tissu hypophysaire périadénomateux, on a encore des cellules corticotropes, et on sait aussi que personne n'a 100% de guérison de ces maladies de Cushing, et donc on retire volontiers le parenchyme antéhypophysaire adjacent au microadénome au moindre doute. Donc voilà la seule différence entre micro et macro-adénome, c'est que l'enjeu n'est souvent pas le même, et surtout c'est que parfois on est obligé de traverser l'hypophyse pour aller y accéder, tandis que les macro-adénomes, l'hypophyse elle est souvent plaquée dans une partie de la selle et on n'a pas besoin d'y toucher. Alors maintenant les crâniopharangiomes, finalement c'est ça qui a le plus changé si on prend les 10-20 dernières années, parce que les adénomes hypophysaires, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on les opère par voie endoscopique un peu partout. En revanche, les crâniopharangiomes, c'est un peu plus récent, c'est pas encore complètement généralisé, et cette tumeur, c'est vraiment un cas d'école parce que vous pouvez avoir l'impression qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on ne fait jamais la même chose. En fait, le crâniopharyngiome, il n'y a pas un crâniopharyngiome, il y a plein de crâniopharyngiomes. C'est une tumeur qui est souvent supracellaire, ça c'est assez typique. Bon, elle n'est pas très kystique, mais c'est une tumeur qui est autour de la tige globalement. Elle peut être parfois intracellaire chez les enfants, intra- et supracellaire. Parfois elle est ventriculaire, elle est uniquement dans le troisième ventricule. Et quelle que soit sa localisation, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de ne pas tuer les malades et de ne pas les aggraver sur le plan visuel. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est les rapports hypothalamiques et c'est de préserver leur hypothalamus. Vous savez que ce sont des tumeurs radiosensibles, qui sont d'histologie bénigne, et nous, on opère surtout des adultes ici. Dans les crâniopharaingiomes papillaires, on sait aujourd'hui qu'il y a des thérapies ciblées qui peuvent être mutées BRAF, et donc il est déraisonnable d'aller vouloir faire, comme il y a 30 ans, des exéreses complètes au prix du moindre dégât hypothalamique. Alors, si on garde la préservation hypothalamique comme ligne de conduite numéro 1, ensuite, on peut réfléchir à comment on aborde ces crâniopharaingiomes et pourquoi parfois on le prend par voie transventriculaire, sous-frontale, endoscopique. En fait, c'est cet hypothalamus. Le plancher et le mur antérieur du troisième ventricule, c'est l'hypothalamus. Ça, vous le savez souvent mieux que les chirurgiens, où est l'hypothalamus. Sauf que les tumeurs, parfois, comme dans le grand dessin et dans ce petit-là, sont des tumeurs qui sont purement intraventriculaires. Quand on a une tumeur qui est intraventriculaire, il est impossible d'y accéder par voie sous-frontale ou par voie endoscopique sans traverser la paroi du ventricule, donc l'hypothalamus. Comme c'est notre règle numéro 1 de ne jamais abîmer l'hypothalamus, c'est dans ces cas-là qu'on va devoir faire une voie transcrânienne dite ventriculaire et on va passer à travers le corps calleux dans les ventricules pour aller accéder à ces tumeurs sans traverser l'hypothalamus. C'est les rares, c'est pas les plus fréquents les ventriculaires, mais quand ils sont ventriculaires, c'est ça qui explique pourquoi on sort du chapeau une voie qu'on fait jamais, parce qu'on veut jamais traverser l'hypothalamus. Quand la tumeur, là, elle est intracellaire, supracellaire, vous voyez qu'elle a détruit l'hypothalamus. On a l'impression qu'elle l'a traversé. Ces malades-là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de bonne solution parce que, de toute façon, ils ont déjà commencé à prendre du poids quand ils arrivent, et quand on les touche, c'est plus du poids, c'est de l'obésité dramatique, hypothalamique. Il n'y a aucune bonne solution, si ce n'est que la voie transventriculaire haute est quand même très inconfortable. On ne prend cet inconfort que
pour les tumeurs ventriculaires, et c'est souvent des tumeurs opérées par voie basse, donc soit sous-frontale, soit endoscopique endonasale. Enfin, ça c'est le cas idéal, hein, une tumeur qui est purement supracellaire, purement infraventriculaire, et ça, il ne faut surtout pas l'attraper par voie transventriculaire, il faut arriver par en dessous, donc par en dessous, au niveau soit sous-frontal, soit endoscopique endonasal. Et alors, comment on choisit? Pourquoi on ne développe la voie endoscopique endonasale que depuis quelques années, alors que pour les adénomes hypophysaires, on le faisait depuis longtemps? Eh bien, tout simplement à cause de ce diaphragme dont on parlait tout à l'heure. Quand on est en dessous du diaphragme, les fuites qu'on peut avoir en cas de brèche sont minimes et faciles à réparer. Quand on est au-dessus du diaphragme, on va aller ouvrir l'étage antérieur et le tubercule de la selle, donc on va aller faire communiquer complètement les espaces sous-arachnoïdiens avec le nez qui est sale, exposer nos malades à des risques de méningite catastrophiques. On ne le fait pas pour toutes les pathologies, parce que, comme vous avez vu, on a évolué en voie transcrânienne, on n'est plus aussi mauvais qu'au début du XXe, on fait des plus petits abords, on est moins invasif, mais quand on arrive par voie haute, on ne pourra jamais voir l'hypothalamus, on ne pourra jamais voir la partie inférieure du troisième ventricule. L'avantage de la voie basse, même si elle a les inconvénients de risque de fuite, de méningite, il n'y a qu'avec la voie basse qu'on pourra avoir un espoir de contrôler visuellement l'hypothalamus et de savoir si on est en train de l'abîmer et s'il est temps de s'arrêter. Donc voilà comment ça se passe. Tout à l'heure, pour un adénome hypophysaire, on avait ouvert juste la selle ici. Là, on va aller plus haut, on va exposer la tige pituitaire. Vous voyez que l'ouverture habituelle, là, on prend un petit peu plus haut. Et ensuite, on voit ici le chiasma optique, cette tumeur qui parfois naît de la tige. Alors, est-ce qu'il faut préserver la tige dans la chirurgie du crânio-pharyngium? Évidemment. Est-ce que c'est toujours possible? Malheureusement, non. Là, vous le voyez, hein, cette tige, elle se perd complètement dans la tumeur. Alors, miraculeusement, dans ce scénario, ils enlèvent la tumeur et la tige, elle est rebranchée ailleurs et il n'y a pas de problème. En pratique, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, j'ai un petit... Voilà. Je vous montre un petit peu comment ça se passe, que vous vous rendiez compte un petit peu des tout petits endroits. Donc ça, c'est un crânio-pharyngium kystique qui va contre le tronc. Et je vous montre, je vous promets que c'est pas long, je vous montre comment, à quoi ça ressemble, à quel point on peut rentrer dans des tout petits endroits. Là, on va passer entre le chiasma et l'hypophyse, à côté de la tige pituitaire. Donc, je vous épargne toute l'ouverture du sphénoïde. Là, vous êtes face à la selle turcique, dont on ouvre l'os, comme dans une chirurgie hypophysaire, qui s'arrête là. Pour accéder au-dessus de l'hypophyse, là, on étend un petit peu notre ouverture. Vous voyez en blanc, c'est encore un peu saignard, mais vous voyez en blanc cette partie, qui est la partie au-dessus, là, qu'on n'ouvre pas habituellement, au-dessus de cette ligne, qu'on n'ouvre pas pour une chirurgie hypophysaire. Et quand on va ouvrir la méninge au-dessus de l'hypophyse, alors d'abord, on va avoir du liquide céphalorachidien, puis on va avoir des petites brides translucides. Là, vous apercevez le chiasma optique en haut, en blanc. Les petites brides, c'est l'arachnoïde, qu'on va aller déplacer avec une spatule. Et là, vous apercevez la tige pituitaire, ce gros truc rose vertical, avec l'hypophyse en dessous, recouverte de son diaphragme, et le crânio-pharyngium calcifié. Là, c'est un crânio-pharyngium kystique, donc on va le vider. Et ensuite, il va s'agir d'essayer d'aller disséquer, d'aller séparer le crânio-pharyngium à droite de la tige pituitaire et du chiasma. Et alors parfois, il se laisse faire, il est sympa, et là, vous voyez que on a beau tirer, il ne veut pas. Et alors, toutes nos évolutions, tous nos nouveaux outils, toutes nos nouvelles manières de travailler font que, au début de l'endoscopie, on travaillait avec une seule main. On tenait la caméra d'une main et on tenait l'instrument de l'autre. Aujourd'hui, on peut faire là de la dissection bimanuelle. On peut attraper la tumeur et aller la séparer avec une spatule de l'autre côté. Ça a l'air de rien, mais en termes de sécurité du geste, ça change absolument tout. Ça nous permet d'aller trouver le plan entre la tige pituitaire et le fragment de tumeur qu'on essaie de sortir, et de faire des chirurgies de crânio-pharyngium où on peut préserver la tige pendant toute la chirurgie. Alors là, c'est moche, hein. C'est pas des crottes de nez, c'est des calcifications. Là, on rentre dans la tumeur. Là, au fond, c'est la capsule tumorale. Vous voyez les corps mammillaires du tronc cérébral. Ici, en transparence, le sommet du tronc basilaire, qu'on ne devrait pas tarder à voir, avec les artères cérébrales. Voilà. Ici, c'est l'artère cérébrale postérieure droite, la gauche. Et donc, est-ce qu'on va laisser ou pas cette capsule
tumorale. On va essayer de regarder déjà si elle est accrochée. Parfois, tout est accroché, il vaut mieux se calmer. Là, on a l'impression que les choses se laissent décoller, donc on va aller l'ouvrir pour aller jeter un œil de l'autre côté, vérifier qu'on n'arrache pas des petites artères perforantes, parce que devant le tronc cérébral, une petite artère perforante, c'est quand même une catastrophe. Et une fois, je vous épargne les temps de dissection pour repérer les différents vaisseaux qui s'accrochent à ça. Et ensuite, eh bien, on peut enfin retirer ce craniopharyngium, qui est une espèce de cavité kystique rosâtre calcifiée. Vous voyez que c'est pas très beau un craniopharyngium, hein. C'est vraiment même littéralement moche. Et le dernier fragment qu'on peut enlever, vous allez voir que finalement ces petits temps de dissection du début, eh bien, on peut finir une chirurgie de craniopharyngium avec une tige qui est quasiment intacte. Vous la voyez ici en rose. Bon, là on rince, mais je crois qu'après on rentre pour regarder. Et vous voyez qu'on est passé finalement entre la tige pituitaire, l'hypophyse et le chiasma, et qu'on peut même rentrer des endoscopes dans des si petits endroits, et maintenant des instruments où on arrive à vraiment travailler avec nos instruments. Donc tout ça, je suis obligé de vous infliger la dernière minute parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi on a mis du temps à vouloir. Là maintenant, on va séparer l'hypophyse de la dure mère parce qu'en fait, on ne veut pas que ça fuit. Et vous allez voir qu'on est des grands anxieux. Ça, c'est un bout de fascia lata qu'on va essayer de rentrer sous la dure mère. Et notre seule anxiété maintenant, on a retiré une belle tumeur, l'exérèse va être bien, on a pu contrôler l'hypothalamus visuellement. Mais si elle coule, tout est foutu. Si elle fait la méningite à pneumocoque et qu'elle en meurt, on n'a rien gagné, on aurait dû faire une voie transcrânienne. Donc là maintenant, on va s'évertuer à faire la technique du millefeuille et avec une première couche de fascia, d'aponévrose, de la colle biologique qui ne sert pas à grand chose d'autre qu'à tenir les choses en place, mais qui ne fait pas l'étanchéité, on a mis du temps à le comprendre, des tissus synthétiques qui sont des patchs hémostatiques qui ont une fonction d'étanchéité, qu'on va compléter avec, alors là j'avais pas de fragments osseux, donc des contre-appuis synthétiques qu'on va aller plaquer en extradural contre l'os pour faire un contre-appui qui, une fois qu'il est plaqué, vous allez voir, ça y est, et là il tient. Là je vous ai épargné 20 minutes où j'ai l'air d'un manchot à pas réussir à le déplacer. C'est très très dur de le mettre comme ça, mais ensuite une fois que ça tient, on sait qu'on a un contre-appui. On remet du fascia lata et je vous ai épargné la première demi-heure de chirurgie où on a préparé un lambeau nasoseptal qui est toute la partie de la cloison ici nasale, et on a mis dans le rhinopharynx ce gros machin qui est un lambeau pédiculé qu'on remet par-dessus toute cette couche de millefeuille avec maintenant des petits cotons résorbables d'hémostase. C'est pas fini. De la colle biologique pour que ça tienne, et pour être sûr qu'on ait un bon contre-appui, un petit peu de graisse qu'on va coller aussi. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi vous ne comprenez pas bien nos IRM post-op, mais nous non plus. Pourquoi les IRM post-op précoces, elles sont pas très compréhensibles, parce qu'en fait le sinus il est rempli de choses comme ça. Pourquoi pendant des années on n'a pas voulu le faire, parce qu'une fois qu'on a fait ça et qu'on fait des ponctions lombaires et qu'on fait tout pour que ça ne coule pas, si là elle coule, il faut repartir là-dedans, c'est infernal. Donc l'écoulement de LCR par le nez, il est extrêmement grave chez ces malades. Il n'y a que, je crois, en tout cas en France, il n'y a que pour le craniopharyngium qu'on fait des voies endoscopiques endonasales et qu'on accepte ce risque d'écoulement, parce que l'enjeu de la préservation hypothalamique il est trop important. Et c'est pour ça qu'on le fait pour les craniopharyngiomes et que quasiment personne, à ma connaissance, n'en fait pour les méningiomes de la même région. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis joignable bien sûr. Et puis j'en profite pour vous dire un petit mot sur SOS Hypophyse qu'on est en train de développer, qui est un circuit un peu fluidifié pour les malades qui ont des pathologies hypothalamo-hypophysaires, qui est un lien ville-hôpital qu'on essaie de tisser avec les collègues endocrinologues et 2 autres collègues chirurgiens. Si vous nous envoyez un email là-dessus, on essaie de vous répondre dans la journée quand c'est possible, et votre malade sera vu dans la semaine par soit un de nous 3, soit un membre de l'équipe d'endocrinologie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bon.
Merci beaucoup pour cette rétrospective et le topo clair, la vidéo commentée. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous, on avait une question avec Sophie. En moyenne, dans un cas où, par exemple, le microadénome est facilement individualisable ou un macroadénome, ça prend combien de temps, la chirurgie, dans des cas non compliqués ? Une chirurgie de macroadénome ou de microadénome hypophysaire, en moyenne, ce qu'on dit aux patients, c'est 1 heure. Parce qu'en pratique, si on n'a pas de brèche, c'est 45 minutes. Et si on a une brèche, on a pour une demi-heure à la réparer. Donc la moyenne, c'est à peu près ça. Finalement, quand on n'a pas de... Mais les brèches sont assez, entre guillemets, fréquentes parce que au moindre doute, à la moindre suspicion, on croit avoir vu une goutte de LCA, on va faire toute la réparation maximaliste au cas où. Donc quand tout se passe bien et qu'on n'a aucun doute, c'est 45 minutes et sinon c'est 1h15. Les craniopharyngiomes, c'est beaucoup plus long. C'est plutôt de l'ordre de 4 heures, quelque chose comme ça. Oui. La chirurgie gold standard, celle qu'on recommande pour les adénomes, c'est quoi finalement ? Pour les macroadénomes hypophysaires ? Oui, micro ou macro. Et quelle est la question, c'est entre... Quelle est la chirurgie recommandée ? La voie d'abord recommandée, gold standard. C'est la voie de chirurgie transphénoïdale, exactement. Ouais. Non, il y a les rares cas de voie transcrânienne pour les adénomes, c'est ça la question. Les rares cas de voie... Non. Juste, c'est endoscopique toujours ou... Ah, endoscopique. Alors ça dépend. Il y a plein d'équipes qui font de l'endoscopie ou de la microscopie. Le réel avantage de l'endoscopie, c'est de pouvoir introduire dans la salle turcique des endoscopes coudés qui nous permettent de voir une vision de zones invisibles quand on regarde tout droit. Mais c'est pas recommandé particulièrement avec voie endoscopique ou sans. Non. On fait comme on veut, quoi. Non, en fait, on fait comme il y a des gros centres experts dans le monde entier, aux États-Unis, partout, qui publient leurs séries encore en voie transphénoïdale. Ce qui était très à la mode il y a 10 ans, c'était de comparer les résultats du jeune endoscopiste du service avec les résultats du vieux transphénoïdal microscopique du même service. Et les résultats sont à peu près les mêmes. L'endoscopie, elle a permis des suites rhinologiques à peu près similaires finalement. Moi j'ai l'impression, parce que j'avais commencé en microscope et je suis passé à l'endoscopie, je crois que le réel avantage que m'a donné le passage à l'endoscopie, ça a été déjà de m'ouvrir la possibilité de faire d'autres choses, les voies étendues, les craniopharyngiomes, les chordomes, ces choses comme ça. Et dans quelques cas où l'enjeu est la guérison, dans les adénomes sécrétants macro, j'entends, je trouve que l'endoscopie, où on peut rentrer l'endoscope, on peut mettre un endoscope coudé et aller regarder les facettes médianes des sinus caverneux, aller revérifier là-haut sur le diaphragme avec un contrôle visuel de si on a laissé un morceau. Je trouve que ça, ces quelques cas-là sont peut-être un peu plus supérieurs pour ça. Merci et merci beaucoup pour votre intervention. Et pour finir.